Aurore Berger, installez-vous, bonsoir. Bonsoir. On vous accueille au milieu des champignons. Ce n'était pas le sujet de la discussion de ce soir. On va plutôt parler politique avec vous. Pendant que je laisse notre invité Valérie, je vous laisse accompagner notre invité. Je vous laisse reprendre aussi vos champignons. Voilà, on demande même aux invités de vous aider. Formidable. Je vais même reprendre les notes de Valérie, qui nous a tout laissé sur son plateau. Merci Valérie. Voilà. Donc on va parler politique avec vous, Aurore Berger. Bonsoir. Militante UMP depuis vos 16 ans, cela fait donc 9 ans. Aujourd'hui, chargée de mission auprès de la Fédération des Yvelines, très active durant la campagne législative de Valérie Pécresse. Vous êtes à présent engagée pour François Fillon, pour qu'il soit élu le 18 novembre président de votre parti. Vous avez aussi été la porte-parole des jeunes populaires, la frange jeune de l'UMP, 16-30 ans, et vous pourriez peut-être prétendre à sa présidence dans les prochains mois. On parle aussi de vous pour les municipales en 2014 à Manille-les-Hameaux, ce qui fait beaucoup de sujets sur lesquels on va discuter ce soir. Mais déjà un mot sur cette campagne entre François Fillon et Jean-François Copé. Est-ce que cette campagne n'est pas trop longue déjà ? Alors c'est vrai que la campagne est longue, mais en même temps, je crois qu'elle était nécessaire. C'est-à-dire qu'on sort d'un échec à la présidentielle, de législatives qui ont été compliquées, même si dans les Yvelines, ça s'est quand même relativement bien passé. On a très bien résisté dans ce département. Donc je crois que les adhérents, les militants et même les électeurs de l'UMP avaient envie qu'on leur reparle, qu'on aille à nouveau vers eux. Et on le voit, les salles de meeting, notamment, je fais celle de François Fillon, sont pleines à craquer. Donc les gens viennent et sont en quête justement de réponses par rapport à la manière dont l'UMP va s'organiser dans les prochains mois et les prochaines années pour aller vers la reconquête. Juste tout de même un mot. En ce moment, on parle beaucoup d'élections présidentielles, mais du côté des États-Unis, forcément, on parle d'Obama, Romney. Vous êtes déçu? Quel sentiment vous avez de voir que cette campagne en France, même si c'est une campagne interne pour la présidence d'un parti, passionne moins en ce moment et qu'on se préoccupe plus de ce qui se passe aux États-Unis? En même temps, on ne peut pas mettre sur le même plan une élection interne pour la présidence de l'UMP et du coup, ça étouffe la un petit peu présidence les des débats et les États-Unis. discussions. La campagne est entre parenthèses ou pas? Est-ce que les meetings Non, la se campagne n'est poursuivent pas du tout entre parenthèses. François Fillon est en meeting tous les soirs, Valérie Pécresse également, son équipe de campagne est mobilisée. Donc ça ne nous arrête pas du tout. Après, les médias, il y a des zaps énormément. Il y a des sujets que vous zappez très régulièrement. Et je pense que la semaine prochaine, quand on sera dans le sprint final, vous allez y revenir très régulièrement. On en parle déjà ce soir sur le plateau. Et hier, on parlait de l'élection américaine également. Comme quoi. Alors expliquez-nous ce soutien à François Fillon. Pourquoi ce choix de soutenir François Fillon? Pourquoi François Fillon? Parce que je pense qu'on a besoin d'apaisement et de rassemblement au sein de l'UMP. On a subi des échecs, il faut qu'on en tire des leçons, qu'on arrive à comprendre pourquoi les gens se sont détournés de nous et ne nous ont pas fait confiance pour un second mandat présidentiel. J'étais très engagée pendant cette campagne et la défaite a été très violente, d'autant plus violente qu'on a eu un engagement énorme de la part des militants et de la part de notre candidat. On a eu des législatives contrastées qu'on a au final quand même perdues. Donc à un moment, si on ne se remet pas en question et si on n'est pas en capacité de rassembler l'ensemble de la droite et du centre, on n'arrivera pas à reconquérir, que ce soit pour les municipales ou que ce soit par la suite pour les présidentielles et les législatives. On va continuer à discuter justement de vos motivations pour ce soutien à François Fillon. Juste une petite série de questions en oui-non, c'est très rapide. Serez-vous candidate à la présidence des Jeunes Populaires en cas de victoire de François Fillon? Alors pas de oui, pas de non. Ah bah alors c'est pas le jeu du ni oui ni non, c'est le jeu du oui ou non. Eh bien pas de oui, pas de non, on verra. Déjà moi le principal objectif que j'ai c'est de faire élire François Fillon le 18 novembre. En tout cas vous ne dites pas non. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Mais vous ne dites pas non, on retient aussi que vous ne dites pas non. Soit élu. Est-ce que vous serez candidate au municipal de Manille-les-Hameaux en mars 2014? Alors, même réponse. Il va falloir vous décider. Perdu. Évidemment, je suis très impliquée à Manille-les-Hameaux, c'est une évidence. Voilà, je suis très impliquée dans le réseau associatif. On a recréé aussi une dynamique au sein de l'UMP. On a eu le maire qui a démissionné en faveur d'un de ses adjoints en disant lui-même je démissionne pour laisser la place parce qu'ils ont besoin de préparer les prochaines élections. Je sens que la droite se réveille à Manille et donc il faut laisser la place à mon successeur pour qu'il commence sa campagne. Je pense que c'est finalement un hommage à la dynamique qu'on essaye de recréer sur Manille, de dire que la droite se réveille. Donc évidemment, j'y suis pour quelque chose, je pense. Donc vous ne dites pas non non plus. Et je ne dis clairement pas non. Clairement pas non. Voilà, clairement pas non. On se rapproche d'un oui ou d'un non. Le Figaro, madame, qui a fait un portrait de vous en février de cette année, et qui vous définissait comme infatigable. Est-ce que c'est un terme qui vous convient? Oui ou non? Là, oui. Ah, là, oui. Clairement. Voilà, on y arrive. Et une dernière question. Est-ce que vous souhaiteriez que Nicolas Sarkozy se prononce entre François Fillon et Jean-François Copé? J'aurais aimé, oui, mais je pense que c'est pas son échéance, c'est pas son sujet aujourd'hui. Et puis là, peut-être un autre parcours à faire et on verra surtout quelle sera sa position par rapport au présidentiel en 2017. Vous ne regrettez pas son silence actuellement dans cette campagne? Je crois qu'il faut arrêter de faire dire à Nicolas Sarkozy ce qu'il ne dit pas, essayer d'interpréter ses absences ou ses présences. Il est à la place qu'il a choisi d'être en ce moment.
Il faut la lui laisser, il faut respecter son temps à lui, et puis laissons faire les candidats et leurs équipes pour le reste. Alors si Nicolas Sarkozy ne se prononce pas, il y a Jean Sarkozy par contre qui s'est prononcé, Oui. s'est prononcé en faveur de Jean-François Copé. Vous en pensez quoi? Je pense que Jean a une parole libre, que c'est un élu de terrain et qu'il se prononce en tant que lui-même et non en tant que son père. Il faut au moins reconnaître... Forcément, on fait le lien. Forcément, on fait le lien, mais dans ces cas-là, on peut le faire par exemple avec Claude Guéant, qui a été un des plus proches de Nicolas Sarkozy et qui soutient aujourd'hui François Fillon. On peut le faire avec Christian Estrosi et d'autres soutiens aujourd'hui François Fillon. Et on peut le faire avec Henri Guénaud pour Jean-François Copé. Donc, si vous voulez, on peut essayer d'interpréter comme ça des signaux permanents donnés par Nicolas Sarkozy. Encore une fois, je pense qu'il faut le respecter. Et le respecter, c'est accepter la place qui est la sienne aujourd'hui. Vous soutenez donc François Fillon, on l'a bien compris. Vous le soutenez tout comme Valérie Pécresse, qui vous a beaucoup aidé, beaucoup lancé dans cette carrière politique. C'est aussi dans cette idée de la suivre partout, toujours. C'est pour ça que vous soutenez François Fillon? Alors j'espère quand même être un minimum indépendante et autonome. C'est sûr que je suis proche de Valérie Pécresse. C'est une femme que j'admire son courage, j'admire son parcours, j'admire sa ténacité. Et c'est sûr que là où elle est, j'ai envie d'y être et j'ai envie de la soutenir et de l'accompagner. Donc évidemment que ça a joué aussi dans mon soutien à François Fillon. Valérie Pécresse, députée des Yvelines. On va voir une série de photos. Vous n'avez pas été très forte aujourd'hui, ni du oui ou non. On va voir si vous êtes plus forte avec ce jeu-là. On va voir juste une série de photos, ça s'affichera juste sur l'écran en face de vous. Et tout simplement, je vous demanderai un mot pour réagir et qualifier les personnalités politiques qu'on va voir. On commence avec la première photo. La photo de Jean-François Copé. Un mot pour le définir. Un mot, clivant. Seconde photo, celle de François Fillon. Rassembleur. Et une toute dernière photo, celle de Valérie Pécresse. Un mot pour la définir? Admiration. Je reviens sur ce que vous venez de dire sur Jean-François Copé. Clivant, c'est assez fort comme terme. En fait, j'ai repris, pour être très honnête, le terme qu'a employé François Fillon à l'égard de Jean-François Copé. J'ai beaucoup d'admiration pour Jean-François Copé, c'est une évidence. C'est un animal politique, il a une carrière extraordinaire et ce qu'il a fait à Meaux est remarquable. Mais je trouve que dans cette campagne, il manque d'esprit de rassemblement. Je suis à droite, clairement. Je ne sais pas s'il faut qualifier cette droite d'humaniste, de libérale, de décomplexée, de libérale. Je suis à droite. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'ajouter tous ces qualificatifs et que, après tout, la droite, et notamment sous Nicolas Sarkozy, n'était pas très complexée. Je ne pense pas qu'elle ait besoin d'être décomplexée aujourd'hui. Je pense que l'UMP a besoin d'être rassemblée. Encore une fois, est-ce que le sujet, c'est de faire 30% des suffrages ou est-ce que c'est de faire 51% des suffrages? S'il faut faire 51%, et c'est le but d'un parti politique, je pense qu'on y arrivera avec François Fillon. On a beaucoup de sujets à aborder avec vous, Aurore Berger, mais on va conclure sur cette campagne pour la présidence de l'UMP. On va écouter un extrait de Jean-François Poisson qui était présent sur ce plateau il y a quelques semaines pour parler de son soutien à Jean-François Copé. Jean-Frédéric Poisson, pardon, qui est le député de la 10e circonscription des Yvelines et qui était il y a quelques semaines sur ce plateau. On l'écoute. Je pense qu'il a envie de faire ce métier-là, si je peux appeler ça un métier. Il peut y avoir des ambitions nationales, bien sûr, et François Fillon a évidemment les qualités pour être un bon candidat à la primaire 2017, mais ça n'est pas le sujet que nous avons traité aujourd'hui. Lorsque vous faites ce choix justement de Jean-François Copé, vous vous projetez pas forcément sur 2017? Non, ce n'est pas ce qui nous est demandé, ce n'est pas le choix que je fais, je ne présume pas de ce que sera l'attitude que j'adopterai dans 5 ans quand il faudra désigner notre candidat à la primaire pour la présidentielle. Si jamais nous avons un candidat désigné dans une primaire, moi je regarde l'occupation, le travail que va devoir faire celui qui sera à la tête de notre famille politique pendant les 3 ans qui viennent. 3 ans, pas 5, 3 ans. Et ce travail-là, je pense, Jean-François Copé a envie de le faire. Il a envie de le faire d'une manière qui me convient. Donc, pour ces 3 raisons, je le soutiens. Aurore Berger, est-ce que, comme Jean-Frédéric Poisson, lorsque vous soutenez ce candidat, qui est François Fillon en l'occurrence, vous ne pensez pas à 2017? Honnêtement, non. Je pense aujourd'hui qui est le plus en capacité de faire gagner l'UMP d'abord pour les municipales et qui est le plus en capacité de faire de l'UMP un vrai parti de masse où les militants seront formés puisqu'il veut créer une école des cadres. Et pour le coup, à un moment, il ne faut pas non plus se tromper d'élection, c'est vrai. C'est évident que ce soit Jean-François Copé ou François Fillon, ils ont d'autres ambitions. Et l'un et l'autre. Et celui qui sera président de l'UMP aura un avantage sur l'autre. On ne va pas se mentir. Maintenant, aujourd'hui, quand je fais le choix de François Fillon, j'en fais le choix pour être le président de l'UMP. Après, on aura des primaires ouvertes. D'ailleurs, François Fillon, qui a été le premier à se prononcer pour, au moment des primaires socialistes qui étaient décriées parfois à droite. Donc, on aura des primaires ouvertes et on verra à ce moment-là quels en seront les candidats. On l'a vu, chacun des ténors à l'UMP a choisi son camp. Est-ce que les divisions ne vont pas être trop fortes aussi au lendemain, le 19 novembre, le matin, lorsque le président de l'UMP sera désigné? Est-ce qu'il sera possible de se rassembler? Il faudra se rassembler. En fait, la question ne se pose même pas. On n'aura pas le choix. C'est une exigence, le rassemblement.
Et pour le coup, François Fillon, encore une fois, le démontre dans sa campagne et dans le panel de soutien qu'il a, qu'il est en capacité aujourd'hui d'être le meilleur rassembleur. Donc je suis persuadée qu'il sera le garant de ce rassemblement s'il gagne le 18 novembre au soir, pour que dès le 19, on travaille également avec Jean-François Copé. Et s'il ne gagne pas, est-ce que vous serez derrière Jean-François Copé? Mais je suis derrière l'UMP. Moi, j'ai adhéré, ça ne veut pas dire derrière Jean-François Copé. Mais donc celui qui gagnera, évidemment, je soutiendrai. Moi, j'ai adhéré à l'UMP, j'avais 16 ans. Donc c'est pas aujourd'hui, presque 10 ans après, que je vais me dédire. Mon engagement, il est à l'UMP, il est à droite. Et évidemment, je continuerai mon engagement. Et une fois cette élection terminée, il faudra se pencher sur un autre scrutin, celui pour les jeunes populaires. Il n'y a pas de date encore qui a été fixée. Normalement, le scrutin aurait déjà dû d'ailleurs se tenir. Il a été repoussé. Et vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez, pourquoi pas, partante pour être candidate pour cette présidence des jeunes populaires, de la frange des 16-30 ans de l'UMP. Ça vous intéresserait véritablement ce poste? Vous aviez déjà été candidate. Alors, j'avais déjà été candidate, en effet. J'ai été pendant 2 ans porte-parole nationale des jeunes populaires. La question, elle se posera très honnêtement après le 18 novembre et tout dépendra aussi du candidat qui aura gagné la présidence de l'UMP. Aujourd'hui, elle ne se pose pas. C'est un job, on va dire, qui est passionnant parce que c'est comment organiser en grande partie la reconquête en allant dénicher les nouveaux talents parmi les 16-30 ans pour les prochaines municipales. Et puis aussi, on pense au cantonal, au régional de 2015. Donc évidemment que ce sera un très beau challenge. Et en plus, c'est la première fois au sein de l'UMP qu'on est en position d'être dans l'opposition, justement. Et donc également au sein des jeunes, comment nous, on arrive à se positionner en étant aujourd'hui opposants, ce qui ne nous est jamais arrivé. À chaque fois, on a demandé aux jeunes de soutenir l'action du gouvernement. Là, pour la première fois, on va nous demander d'être les meilleurs opposants à la politique de François Hollande. Donc, je pense qu'en effet, ce sera un mandat, une fonction qui sera très intéressante. Si François Fillon l'emporte, Valérie Pécresse devient secrétaire générale du mouvement. Ce sera un plus pour vous, forcément ? Dans le cadre d'une candidature, c'est pour ça que vous attendez de voir qui gagnera, effectivement. Je reviens juste sur la campagne que vous aviez déjà menée. Ça a été une campagne difficile pour cette présidence. C'était une campagne difficile. C'était en 2010, donc face à Benjamin Lancard, qui est l'actuel président des Jeunes Populaires. Vous en gardez un bon souvenir de cette campagne? J'en garde quand même un très bon souvenir. Quand même, malgré tout, parce que ça a été difficile. Quand vous perdez, vous dites quand même, c'est mieux de gagner quand même. Mais la campagne avait été difficile aussi parce qu'elle avait été dure entre les différents candidats. Oui, mais honnêtement, on n'est pas... le but, c'est pas de singer nos aînés et c'est pas d'être parfois plus caricaturaux qu'eux. Honnêtement, quand on voit Jean-François Copé et François Fillon, on arrive à avoir un débat de qualité entre les deux. Donc, si au niveau des jeunes, on en devient plus caricaturaux et plus véhément, c'est pas forcément très malin. Donc, non. Évidemment, c'est une campagne que j'ai perdue. Donc, ça reste quand même un bon souvenir d'avoir fait cette campagne, d'être allé à la rencontre des militants, d'avoir conduit une liste. Puis, j'avais le soutien en plus d'un certain nombre de parlementaires. Donc, c'est sûr que c'était une campagne qui reste un bon souvenir. Il y a une autre élection forcément qui est qui vous intéresse peut-être un peu plus, c'est cette élection municipale du côté de Manille-les-Hameaux. Au-delà de l'élection de François Fillon, on l'a bien compris, mais c'est cette élection du côté de Manille-les-Hameaux. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le départ de Jacques Lolioz, le maire socialiste, qui s'est retiré de ce poste de maire de la ville au profit de Bertrand Houillon, son adjoint, et vous critiquez cette position. D'ailleurs, une partie de l'opposition UMP sur la ville de Manille-les-Hameaux n'était pas présente lors de l'élection du successeur de Jacques Lolioz. Vous approuvez cette position de l'opposition, de ne pas être présent? Je travaille main dans la main avec l'opposition municipale, donc c'est une décision qu'on a prise ensemble de se dire est-ce que... Parce que vous ne siégez pas à Manille-les-Hameaux. Je ne siège pas, je n'étais pas candidate aux dernières municipales. Est-ce que oui ou non on va siéger pendant cet adoubement? Ce n'est pas une élection, c'est un adoubement et ce petit arrangement entre amis. En gros, c'est ça. C'est le maire sortant, qui était en plus candidat aux législatives la dernière fois, qui souhaite s'en aller de lui-même. Et clairement, il le dit, c'est pour mieux préparer les municipales. Je sens, je le cite, que la droite se réveille à Manille, donc je préfère laisser mon successeur pendant 1 an et demi pour qu'il prépare au mieux les municipales. Est-ce que vraiment l'opposition de droite était là pour cautionner ça? Honnêtement, c'est un petit arrangement entre amis. Très bien, ils l'ont fait. À Bertrand Houillon de faire ses preuves en tant que maire désormais pendant 1 an et demi. Et puis la véritable élection, elle se jouera en mars 2014. Et là, ce seront les électeurs à Manille qui décideront. Et ce ne sera pas un petit arrangement au sein du conseil municipal. Le fait qu'un maire en poste se retire au profit d'un adjoint pour une élection municipale, c'est quelque chose que vous ne cautionnez pas? C'est ce que vous nous expliquez? Mais ça dépend des contextes. Mais encore faut-il l'annoncer en amont. Justement, du côté de plaisir, par exemple. Faut-il l'annoncer en amont? Par exemple, du côté de plaisir, Joël Regnault, le maire
de la ville, maire UMP, a décidé de se retirer dans la même optique pour 2014. Je sais bien qu'il pour préparer face à une opposition de gauche pour le coup. On le savait, c'était préparé, c'était annoncé, on savait qu'il n'irait pas au bout de son mandat. Quand Jacques Lelios s'est présenté en 2008, à aucun moment il n'a laissé entendre qu'il n'irait pas au bout de son mandat. Quand il a été candidat aux législatives face à Valérie Pécresse et qu'il a perdu, à aucun moment il n'a laissé entendre qu'il n'irait pas au bout de son mandat. Dans sa profession de foi, il disait même à quel point il a été attaché à son territoire. Sauf qu'il avait précisé que c'était sa dernière campagne politique. Dernière campagne politique, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas au bout du mandat qui vous a été donné. Je pense qu'il y a une différence entre ce que fait Joël Regnault à plaisir, où là, c'était annoncé, c'était su, et tout le monde savait en effet qu'il passerait la main en cours de mandat. Ça a été une surprise tout de même, cette annonce. On s'y attendait, honnêtement, à plaisir. On s'y attendait. Et là, à Magny, où clairement, ils se disent, bon, on pensait que la droite serait moribonde, on pensait en effet qu'on n'aurait pas d'opposition, on pensait qu'ils ne seraient pas en capacité de présenter une liste qui peut nous battre en 2014. Là, ils voient clairement que nous sommes une équipe, que nous y travaillons et que nous ferons tout pour présenter un projet alternatif à Magny et pour faire battre l'équipe actuelle. Donc, ils ont envie de se remobiliser pour cette élection et il se dit qu'en effet, le meilleur moyen, c'est d'installer pendant 1 an et demi déjà le nouveau maire. Donc ça veut dire que ce sera plus difficile. Vous auriez préféré être en opposition face à Jacques Lelios, par exemple, ou face à Bertrand Houillon? C'est pas à nous de choisir, c'est au Parti socialiste de désigner le candidat qui sera face à nous. C'est pas à nous de choisir Jacques Lelios ou Bertrand Houillon. Moi et notre équipe, on prendra le candidat qui lui aura. Vous pourriez avoir une préférence dans l'optique d'une victoire plus ou moins facile? Aucune préférence. On va l'écouter, Bertrand Houillon. Il était également sur ce plateau il y a quelques semaines. Et il réagissait donc à cette élection, à son conseil municipal et puis à l'échéance de 2014 sur cette ville. Le passage de témoins en cours de route est justement de la part de Jacques Lelios déjà un acte de courage parce que c'est très rare que des élus déjà bien établis dans leurs fonctions choisissent de passer la main à une nouvelle génération. Et puis à côté de ça, le fait qu'il soit absent ce soir-là, finalement, me fait un peu penser à un électeur qui n'irait pas voter. 2014 est une étape, mais une étape logique dans nos institutions, qui me fait absolument pas peur et qui nous fait pas peur, donc sur laquelle on ne se mettra pas forcément de pression particulière. En face, a priori, je sais qu'il y a certaines velléités qui viennent se présenter, et puis c'est ça le jeu démocratique, justement. Moi, je l'ai sereinement. Il est serein. Vous êtes sereine si vous vous présentez? Je suis très sereine et très souriante. Et si vous vous présentez, ce serait en tête de liste? Là, on verra. On est beaucoup dans la prospective, bien sûr, parce que c'est pas le temps de l'annoncer. C'est juste ça, mais je vous promets que vous serez les premiers informés de la composition de la liste municipale de Magny-les-Hameaux. Et vous viendrez sur ce plateau avec plaisir. Pour en parler. On va continuer à discuter avec vous. On va parler d'un autre sujet plus général. Cette fois-ci, c'est l'engagement féminin en politique. Et il y a un livre que vous avez écrit avec 2 autres femmes engagées en politique également, notamment une qui est au Parti socialiste. Oui, tout à fait. Alter Égale, un livre d'entretien sur l'état du féminisme en France et la représentation des femmes en politique. Quel état des lieux vous faites, tout simplement? Honnêtement, il n'est pas très bon. Nous, on a essayé de faire un livre qui n'était pas partisan. Donc, on est 3 jeunes femmes, 2 engagées à l'UMP, une au Parti socialiste. On a eu envie de se retrouver sur un sujet qui est souvent très peu traité. On en traite un petit peu pendant les campagnes présidentielles parce qu'il y a toujours le 8 mars, c'est la journée de la femme et donc on donne des roses à la fin d'un meeting. Et puis après, on oublie les engagements qui ont été pris. Aujourd'hui, évidemment, il y a la question des femmes en politique, mais bien au-delà de ça, il y a toutes les autres types de violences qui sont faites aux femmes, c'est-à-dire les écarts de salaire qui restent très importants, le fait que, évidemment, les femmes sont tenues à l'écart du marché du travail parce qu'on n'a pas suffisamment de place en crèche, par exemple, et qu'on préfère qu'elles prennent un congé parental qui les éloigne durablement du marché du travail. Les violences physiques faites aux femmes. Enfin, je pense qu'il faut quand même arriver à le rappeler régulièrement. On a aujourd'hui une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint ou de son compagnon. C'est pas juste le 8 mars qu'il faut le dire. Et d'ailleurs, il faut peut-être arrêter de le dire, mais voir ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. Et puis évidemment, la place des femmes en politique. Alors là, c'est vrai qu'on a un gouvernement paritaire et c'est une bonne chose. Nicolas Sarkozy est allé aussi assez loin avec des femmes qui étaient notamment au ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, ministère qu'on n'avait jamais donné à des femmes. Pendant les élections législatives, pour autant, il était difficile d'avoir des listes paritaires et d'avoir aussi des femmes qui ne soient pas suppléantes, parce que c'était souvent présente en tant que suppléante sur les listes, que ce soit à l'UMP d'ailleurs, comme sur les autres partis. Mais c'est un bon mot qu'on se disait, on l'a dit d'ailleurs pendant les cantonales, le féminin de candidat, c'est suppléante. Et c'est assez vrai malheureusement en politique, parce que tous les partis, enfin en tout cas les partis établis et qui ont énormément d'élus, à savoir le Parti socialiste et l'UMP, préfèrent aujourd'hui payer des amendes plutôt que d'avoir des listes paritaires. Bien, aujourd'hui, je vois par exemple à l'UMP, si on avait présenté des listes paritaires,
eh bien on aurait aussi plus de moyens financiers pour exister. À cause de ça, à cause du non-respect de la loi, l'UMP perd 4 millions d'euros de dotation annuelle. Est-ce que c'est bien perçu justement au sein de l'UMP lorsque vous évoquez cette question qui ne fait pas forcément plaisir à certains cadres? Mais ça fait jamais bien plaisir établis, le masculins, renouvellement hommes, en au sein fait. du gouvernement. La question c'est moins la question de la parité que la question du renouvellement politique. Et donc forcément quand il y a des nouvelles têtes qui émergent, quand il y a du renouvellement qui doit avoir lieu, ça fait jamais plaisir à ceux qui sont en place parce qu'ils disent que c'est eux qui vont devoir laisser la place. J'espère juste que le jour où nous on sera en capacité, le jour où nous on sera parlementaires, élus, on n'agira pas de la même manière et qu'on acceptera plus facilement ce renouvellement. Et ce livre Alter Égal qui est en compétition pour le prix Edgar Faure qui sera remis le 4 décembre. On vous tiendra bien évidemment au courant des résultats. Puisque nous parlons de l'engagement des femmes en politique, nous sommes allés vous poser cette question aujourd'hui à Saint-Quentin-en-Yvelines. Trouvez-vous qu'il y ait assez de femmes en politique? Alors oui, je pense qu'il y a assez de femmes en politique. Leur nombre en fait augmente ces dernières années, donc c'est une bonne chose pour elles. Et c'est vrai que maintenant, je crois qu'il y a à peu près une femme sur 5 qui est députée. Ça m'est complètement égal. Voilà, donc pour moi, c'est pas grave. Pourquoi? Pour juste un problème d'équité, simplement. Pour remettre l'équilibre des masses. Il y a plus d'hommes que de femmes, ça a toujours été. Je pense que les femmes n'ont pas forcément de mauvaises idées non plus en politique. Oh, bah non, il y en aura encore un petit peu plus. Je préférerais quand même, oui, certainement. Ouais, un peu plus. Parce que nous, les femmes, on se sent plus près des femmes de toute façon. Et puis, je pense qu'elles peuvent, à mon avis, je ne sais pas, nous donner beaucoup plus d'avantages qu'on a jusqu'à maintenant. Je dirais qu'en ce moment, on n'a pas à se plaindre. Hein. Il y en a quand même pas mal. Hein. Bien sûr, si on avait quelque chose de plus, ce serait mieux. Je ne suis pas particulièrement pour les quotas. Je pense que chacun doit faire comme il a envie et ce qu'il sait faire. Non, pas suffisamment, non. Au niveau des entreprises, ça évolue, donc il faut espérer qu'au niveau de la politique, ça suive. Alors c'est surprenant, mais les avis sont partagés. Les avis sont toujours partagés. Mais non, mais ce qui est marrant, c'est le premier avis en disant c'est bien pour elles qu'il y en ait plus. Mais c'est pas juste bien pour les femmes qu'il y ait une représentation qui soit égalitaire. C'est bien pour la société. Si on a envie qu'il y ait plus de gens aussi qui participent à des élections, encore faut-il que nos élus nous ressemblent. Et c'est la question de la diversité aussi. La diversité non seulement ethnique, on va dire, mais aussi sociologique. On a aujourd'hui les mêmes professions qui sont représentées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et puis par rapport aux femmes, on a en effet à peu près qu'un cinquième de femmes aujourd'hui à l'Assemblée au Sénat, un peu mieux au Sénat. Est-ce que c'est vraiment suffisant? Je ne suis pas sûre. Aurore Berger, militante très engagée à l'UMP, qui est l'invitée ce soir du 7-8. On va marquer une pause et on va s'intéresser au rapport Gallois. Le rapport Gallois, je vous l'évoquais lors des titres, qui a été remis aujourd'hui au gouvernement entre hausse de la TVA, transfert des charges sociales, crédit d'impôt, le point sur les principales annonces et également sur les réactions dans le département. Anthony Rech, Johanna Soudry, Guillaume Camps et Patrick Jacques de Dixmude. Alors que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault allait annoncer les principales mesures de son pacte de compétitivité, les chefs d'entreprise implantés à Promopole nous ont livré ce matin leur première réaction face au rapport Louis Gallois dévoilé la veille. On ne peut pas créer de l'emploi en réduisant les charges par le crédit d'impôt. Voyons, c'est complètement aberrant. Encore une usine à gaz. Et c'est la même teneur que le rapport d'Attali. Et personne n'en tient compte. Et quand nous on fait beaucoup d'exports, quand vous discutez à l'étranger, notamment en Europe, ils ne comprennent pas du tout. Les Italiens ont pris le problème par le bon bout. C'est-à-dire réduire les dépenses publiques de façon drastique et sérieuse. Les propositions apparemment de M. Gallois sont bonnes, mais ce que va en faire le gouvernement? Le rapport Gallois semble bien accueilli, la réaction du gouvernement attendue avec circonspection. Il faut aider les jeunes entreprises à pouvoir investir, à pouvoir, je dirais, éclore et progresser. Donc tout ce qui pourra aller dans ce sens-là, ça sera bien. Faciliter le financement, faciliter, je dirais, tout ce qui peut toucher à la croissance des entreprises, ça sera toujours utile. Maintenant, je dirais, c'est au gouvernement de faire ses propres choix et après on verra une fois qu'ils seront exprimés. Pour relancer la compétitivité et l'emploi, le gouvernement aura retenu le crédit d'impôt qui permettrait une baisse de 6% des cotisations patronales. Le gouvernement devra alors économiser 20 milliards sur 3 ans. Il prévoit une réduction des dépenses de l'État à hauteur de 10 milliards. L'autre moitié sera comblée par une hausse de la TVA appliquée dès 2014. Les TPE et PME ne rejettent pas la proposition, mais les chefs d'entreprise auraient préféré une réduction immédiate des charges sociales plutôt que le crédit d'impôt. Donc l'idée de donner en crédit d'impôt des réductions de charges, c'est un non-sens
absolue. Pourquoi ça? Parce qu'on va devoir finalement avancer la trésorerie pendant une année pour récupérer donc en 2013 éventuellement un crédit d'impôt sur des dépenses supplémentaires qu'on aura faites cette année. Donc c'est vraiment une compétitivité maintenant dont on a besoin, de réduire nos coûts maintenant, de retrouver la trésorerie et non pas de dépenser plus pour retrouver hypothétiquement une compétitivité l'an prochain. Même son de cloche du côté du MEDEF. Le gouvernement demande un rapport avec des mesures simples qui peuvent être appliquées immédiatement. On a l'impression qu'on a d'un grand marchandage quand même, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les payera en déduction fiscale sur 2 ou 3 ans. L'impact ne sera pas produit immédiatement et l'impact sera produit que dans 2 ans, 3 ans. Donc, je sais pas, c'est pas une mauvaise mesure, mais c'est une demi-mesure. Derrière ce crédit d'impôt de 20 milliards, le gouvernement Ayrault s'attaque au coût du travail. Souvent décrié par les entrepreneurs français, la qualification des salariés reste un gage de qualité sur le marché international. On a un petit peu de mal, je dirais, notamment lorsqu'on veut accompagner nos clients donc dans les grandes capitales asiatiques par rapport à ça. Cela dit, il ne faut pas non plus se flageller. Hein. Les ingénieurs français sont de très bons ingénieurs, très bien formés, très motivés et très reconnus sur le marché international. Du côté politique, Benoît Hamon, ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, craint les effets de cette baisse massive des charges sur les ménages. Selon le député de la 11e circonscription des Yvelines, ces 20 milliards d'euros amputés aux cotisations sociales frapperaient durement le pouvoir d'achat des Français. Au sein de l'opposition, la députée des Yvelines, Valérie Pécresse, estime que ce crédit d'impôt reste un dispositif injuste et inefficace. L'ancienne ministre UMP du budget y voit un moyen de différer la baisse des charges d'1 an qui pénalisera l'emploi. Voilà pour les réactions dans le département après les différentes annonces du gouvernement. Aurore Berger, peut-être une réaction sur ces mesures qui ont été annoncées aujourd'hui? Une réaction sur la TVA. Pendant toute la campagne, François Hollande nous a dit qu'il ne fallait surtout pas voter la TVA anti-délocalisation. Et là, ils vont essayer de faire croire aux Français que c'est donc une bonne nouvelle finalement d'augmenter la TVA. Donc c'est assez drôle de les voir faire ce jeu de passe-passe. Merci Aurore Berger d'être venue sur le plateau. Je rappelle que vous soutenez François Fillon pour la présidence de l'UMP, que vous briguerez sans doute le poste de maire à Magny-les-Hameaux et peut-être le poste de présidente des Jeunes Populaires dans les prochains mois. Le 7-8 est terminé pour ce soir. On se retrouve demain dès 18h en direct. Excellente soirée.